Pour faire une analyse financière d'une entreprise, on peut se baser sur deux documents importants, à savoir le bilan et le compte de résultat. Pour cela, il me semble important de faire la distinction entre ces deux documents comptables. Tout d'abord, il faut savoir qu'un bilan reflète l'évaluation du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Donc, quand on analyse le passif et l'actif d'un bilan, il faut comprendre qu'on se retrouve à une date bien déterminée dans l'année. Et donc, avec l'analyse du bilan, on n'est pas dans le mouvement, on est à une date bien précise T. Alors que le compte de résultat, on est dans l'analyse des flux du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire soit un enrichissement si on a plus de produits que de charges, ou un appauvrissement si on a plus de charges que de produits. D'une manière générale, vous avez un bilan 1 qui illustre le patrimoine de l'entreprise à l'instant T1 et à une autre date, vous avez un autre bilan qui donne une autre situation du patrimoine de l'entreprise à l'instant T2. Et entre ces deux bilans, en fait, ce qui fait la différence, c'est les différentes opérations commerciales enregistrées par l'entreprise dans le compte de résultat. Et donc, si on a un patrimoine plus important au bilan 2 par rapport au bilan 1, c'est parce qu'au niveau du compte de résultat, on a plus de produits que de charges. Et cette différence qu'il y a entre ces produits et charges donne un résultat positif qui fait grandir le patrimoine. Alors que dans le cas inverse où le patrimoine du bilan 2 est inférieur du patrimoine du bilan 1, c'est que au niveau du compte de résultat, on a plus de charges que de produits. Et cette différence qu'il y a entre charges et produits donne un résultat négatif qui fait en sorte d'appauvrir le patrimoine de l'entreprise. Alors, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'analyser d'abord la situation financière d'une entreprise au travers son bilan comptable. Et dans ce cadre, je vais vous présenter les principaux ratios utilisés pour analyser la situation financière d'un bilan. On peut représenter un bilan sous forme de masse bilantaire de la manière suivante. Au passif, on a d'abord les capitaux propres qui viennent des propriétaires de l'entreprise, et puis vous avez d'autres ressources, à savoir les dettes à long terme et les dettes à court terme, et l'ensemble de ces ressources financières qui se trouvent au passif finance le projet de l'entreprise qui apparaît à l'actif, sous forme d'actifs immobilisés qui représente tout ce que l'entreprise achète pour l'utiliser sur plusieurs années, comme les bâtiments, les garages, les machines, les voitures, les outils, etc. Et puis vous avez l'actif circulant, hors trésorerie, où on va trouver l'activité de l'entreprise qui génère de l'argent. Et dans cette partie, vous avez d'abord les stocks et les créances, et puis la trésorerie de l'entreprise. Et le fait de faire apparaître ces différentes parties du bilan permet déjà d'avoir une vision globale de l'équilibre financier de l'entreprise. L'interaction ou bien le rapport entre ces différentes parties peut donner une indication claire sur la santé financière de l'entreprise. Je commence par le premier ratio, appelé le ratio d'endettement. Pour bien saisir et comprendre ce ratio, je vais partir d'une situation très simple de trois investisseurs. Ces trois investisseurs ont un projet d'entreprise qu'on va illustrer par cette image-là. Pour financer ce projet d'entreprise, ces investisseurs ont apporté des capitaux propres de l'ordre de 40 000 euros. Cet argent-là, ça représente les capitaux propres de cette entreprise. Ici, on retrouve bien notre structure bilantaire. Cette partie-là représente les ressources de l'entreprise, à savoir l'argent nécessaire pour installer et faire fonctionner l'entreprise. Et ce côté-là, on a tout ce qu'on fait avec les ressources financières. Donc ici, notre bilan peut s'écrire de la manière suivante. Ce côté, c'est le passif. Et l'autre côté, c'est l'actif. Et ce tableau, c'est notre bilan. Cet argent-là, ça représente les capitaux propres de cette entreprise qui appartient aux propriétaires de l'entreprise.
je vais ajouter dans ce bilan une autre ressource de 20 000 euros qui provient de la banque sous forme d'emprunt. C'est une dette de l'entreprise vis-à-vis de la banque nécessaire pour faire fonctionner le projet de l'entreprise. Alors dans ce cas, le ratio d'endettement essaye de comparer ces deux types de ressources qui sont différentes. Cette première ressource appartient au propriétaire de l'entreprise, c'est les capitaux propres, et cette deuxième ressource appartient à la banque, prêtée par la banque à l'entreprise avec des intérêts fixés à l'avance dans un contrat de crédit. Et ces intérêts représentent bien la rémunération de la banque, alors que la rémunération des propriétaires de l'entreprise, c'est les bénéfices qu'on espère dégager de cette activité. Et donc, naturellement, les propriétaires de l'entreprise doivent apporter plus d'argent pour financer leur projet. En d'autres termes, ils doivent supporter plus de risques que la banque. La formule est la suivante. Le ratio d'endettement égale les emprunts sur les capitaux propres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment interpréter le résultat de ce calcul. On peut avoir trois possibilités. Soit ce ratio égale 1. Dans ce cas, la somme empruntée par l'entreprise est la même que les capitaux propres. En d'autres termes, le banquier supporte le même risque que les propriétaires de l'entreprise. Par exemple, la banque, dans ce cas, apporte la même chose que les propriétaires, on va dire 30 000 euros. Si on divise 30 000 euros sur 30 000 euros, on va avoir un ratio égal 1. On peut avoir un ratio inférieur à 1. Et cela signifie que la somme empruntée est inférieure aux capitaux propres. Dans ce cas, les propriétaires de l'entreprise supportent plus de risques que le banquier. C'est le cas par exemple dans cette situation où la banque apporte 20 000 euros et les propriétaires 40 000 euros. Si on calcule le ratio dans ce cas, on va avoir 0,5 car 20 000 est la moitié de 40 000. 20 sur 40, ça fait 0,5. Et 0,5 est inférieur à 1. Et le troisième cas de figure, c'est d'obtenir un ratio supérieur à 1. Dans ce cas, l'entreprise supporte un risque important car les emprunts bancaires dépassent les capitaux propres. C'est comme par exemple la banque finance le projet de l'entreprise avec 40 000 euros et les propriétaires de l'entreprise n'apportent que 20 000 euros. Dans ce cas, le calcul de ce ratio est 40 sur 20. Ça fait 2. Ce qui donne un résultat supérieur à 1. Et la question reste toujours posée, c'est quoi la situation parfaite pour l'entreprise? Est-ce que avoir un ratio d'endettement inférieur à 1 égale 1 ou supérieur à 1? La réponse à cette question n'est pas évidente et ça va dépendre de chaque situation à part. Si par exemple on dispose d'aucune information par rapport à l'entreprise, on peut dire cette situation est la meilleure et que ce ratio ne doit pas dépasser 1 parce que à ce moment-là, les propriétaires de l'entreprise, ceux qui apportent les capitaux propres, supportent moins de risques que les banquiers, ce qui peut mettre à mal l'entreprise. Mais si on réfléchit bien par rapport à cette question, on peut dire que ça dépend de la rentabilité de chaque entreprise. Dans la première partie de ces cours, je vous ai présenté la notion de l'effet de levier qui compare en fait le rapport entre les intérêts et le taux de rentabilité du projet. Si par exemple l'entreprise assure une rentabilité supérieure au taux d'intérêt, on va dire par exemple que ici c'est 15% et le taux d'intérêt est de 8%. Alors les propriétaires ont intérêt dans ce cas à faire appel à la banque pour avoir plus d'argent, plus de dettes à investir dans le projet puisque ça assure une rentabilité supérieure au taux d'intérêt. Et la différence qu'il y a entre 15% et 8%, ça donne un effet de levier qui reviendrait aux propriétaires de l'entreprise. Dans une telle situation d'entreprise, on peut se permettre d'avoir un ratio d'endettement supérieur à 1. Mais dans le cas où l'entreprise ne peut pas garantir un taux de rentabilité aussi élevé, alors vaut mieux avoir un ratio d'endettement inférieur à 1, c'est-à-dire investir plus d'argent propre dans son projet que d'argent qui
vient de la banque. Et la différence qu'il y a entre ces deux sommes d'argent représente un autre indicateur financier appelé capacité d'endettement. La capacité d'endettement, c'est simplement les capitaux propres moins les emprunts. Si par exemple on se dit que le ratio d'endettement ne doit pas dépasser 1, alors tant que ce ratio est inférieur à 1, les capitaux propres restent supérieurs à l'emprunt. Et cette différence, c'est la capacité d'endettement, qui représente la somme maximale empruntable pour que le ratio d'endettement égalise 1. La formule est la suivante: capacité d'endettement égale capitaux propres moins les emprunts. Toujours dans le cadre de l'analyse financière par les ratios, je vais vous présenter d'autres ratios par rapport à la structure financière d'un bilan. L'autonomie financière. Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à financer ses activités à partir de ses propres ressources financières, c'est-à-dire à partir des capitaux propres. Et dans ce cadre, il y a deux formules pour calculer l'autonomie financière. La première formule peut s'écrire de la manière suivante: les capitaux propres sur les capitaux permanents. Les capitaux permanents peuvent être représentés par les capitaux propres plus les dettes de long terme. On appelle cette partie aussi des ressources stables. Globalement, ce ratio doit être supérieur à 0,5. Cela signifie que les capitaux propres doivent représenter plus que 50% dans les capitaux permanents. Si c'est le cas, on peut dire que l'entreprise a une autonomie financière, c'est-à-dire que l'entreprise est indépendante financièrement de ses créanciers. En d'autres termes, il faut que cette partie des capitaux propres représente plus que la moitié de toute cette partie-là des capitaux permanents. Comme dans ce schéma, ici, on a plus que la moitié de toute cette partie-là. Le deuxième ratio qu'on peut utiliser est le suivant: capitaux propres divisé par le total des dettes. Dans ce cas, on compare ce que rapportent les propriétaires de l'entreprise à ce que rapportent les autres personnes qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Et logiquement, les propriétaires de l'entreprise doivent apporter plus que les autres personnes qui ne sont pas propriétaires. Donc ce ratio doit être supérieur à 1, c'est-à-dire que les capitaux propres doivent dépasser le total des dettes. Dans ce cas, on compare les capitaux propres et le total des dettes, que ce soit à long terme ou à court terme. Pour que l'entreprise soit indépendante financièrement, il faut que cette partie-là soit supérieure à cette autre partie. Ces ressources sont apportées par les propriétaires de l'entreprise et cette autre partie est apportée par les autres. Et dans ces autres, on peut avoir des établissements de crédit, on peut avoir l'État, on peut avoir les dettes fournisseurs, etc. Je vais vous donner un petit exercice par rapport à tous ces ratios pour s'exercer un petit peu et savoir comment on peut les interpréter. Pour cela, je vais prendre par exemple notre bilan que j'ai déjà construit lors de la première partie de ces cours en analyse financière. Je peux vous donner la question si vous voulez vous exercer et vérifier votre réponse par rapport à la mienne. Il s'agit d'analyser l'endettement de cette entreprise et son autonomie financière. Je commence tout de suite par le ratio d'endettement. Pour calculer le ratio d'endettement, on a les dettes de long terme divisées par les capitaux permanent. 20 divisé par 63, ça fait approximativement 0,32, ce qui est inférieur à 1, donc on peut en déduire que cette entreprise n'est pas trop endettée et qu'il dispose encore d'une capacité d'endettement, c'est-à-dire la possibilité d'aller contracter encore d'autres dettes et avoir accès à d'autres ressources financières dans son passif. Je vais voir maintenant les ratios d'autonomie financière ou bien d'indépendance financière. Par rapport au premier ratio, on a les capitaux propres divisés par les capitaux permanents. Ce ratio doit être supérieur à 0,5. Là, clairement, on voit que c'est supérieur à 0,5, 63 sur 63 plus 20. Ça fait approximativement
0,76. On peut en déduire que cette entreprise possède une autonomie financière. Et le deuxième ratio, c'est les capitaux propres divisés par le total des dettes. Cela donne 63 divisé par 25. Ce qui est supérieur à 1, ça donne 2,52 et cela représente également un bon indicateur de l'indépendance financière de cette entreprise. Je vous donne encore un autre exercice que vous pouvez faire tranquillement chez vous. Vous avez ici un bilan d'entreprise. Par rapport à ce bilan, il faut calculer d'abord le ratio d'endettement. Il faut interpréter le résultat. Est-ce que l'entreprise est fortement endettée? La deuxième tâche à faire, il faut calculer le ratio d'indépendance financière. Et dans ce cas aussi, il faut interpréter le résultat et préciser si l'entreprise est financièrement indépendante vis-à-vis de ses créanciers. Je peux vous ajouter encore une autre question. Selon les ratios calculés, identifier les problèmes potentiels de l'entreprise. Quelles mesures l'entreprise peut-elle prendre pour remédier à ces problèmes? Toujours dans le cadre de l'analyse financière, je vais vous présenter d'autres ratios par rapport à la structure financière d'un bilan, à savoir le ratio de la solvabilité générale et les ratios de liquidité. Tout d'abord, il faut bien savoir ce que ça signifie la solvabilité et la liquidité. La solvabilité, c'est simplement la capacité de rembourser une dette dans le délai prévu avant l'échéance. Et la notion de la liquidité, d'abord au niveau de la comptabilité, ça signifie la capacité ou bien la possibilité d'un actif de se transformer en argent liquide rapidement, mais en finance, ça mesure la capacité de rembourser une dette tout en exerçant son activité. Je pense que je peux vous présenter ça d'une manière encore plus simple. Au niveau du passif, on a deux types de dettes à long terme et à court terme. Eh bien, la solvabilité, c'est l'analyse en fait de tout ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire tous les objets de valeur qui se trouvent à l'actif, pour savoir si cette valeur est suffisante pour rembourser cette dette que l'entreprise possède à son passif. Et donc, le ratio de la solvabilité générale, c'est simplement le total de l'actif divisé par le total des dettes. A sur B. Ce ratio, bien sûr, doit être supérieur à 1 pour que l'entreprise soit solvable. Ici, on peut avoir une réflexion tout à fait légitime et spontanée de se dire que cette partie-là est toujours supérieure à cette partie-là. Et donc le ratio A sur B est toujours supérieur à 1. Eh bien, dans la plupart des cas, c'est juste, mais on peut avoir des situations d'entreprise en difficulté où ce ratio est inférieur à 1. Et ça peut provenir de plusieurs choses. Tout d'abord, ces capitaux propres peuvent avoir une valeur négative dans le cas où l'entreprise accumule des pertes d'année en année. Et puis au niveau des actifs, on ne peut pas prendre en compte tous les actifs dans l'évaluation juste de ce ratio. Comme par exemple, dans l'actif immobilisé, on ne peut pas prendre par exemple les frais d'établissement qui ne représentent pas une valeur en soi, c'est pas quelque chose de vendable, et donc la banque, dans le calcul de la solvabilité générale, va supprimer ou bien diminuer ces frais d'établissement du total de l'actif. Enfin bref, je vais aborder ces cas de retraitement du bilan pour le convertir à un bilan fonctionnel ou bien financier. Ce qu'il faut retenir par rapport à la solvabilité générale, c'est simplement de savoir si tout ce que possède l'entreprise ici à l'actif est suffisant pour assurer le remboursement de la dette qui se trouve au passif. Maintenant, par rapport au ratio de liquidité, on peut avoir plusieurs types de liquidité. Je vous rappelle que dans la notion de liquidité, on mesure la capacité de l'entreprise à générer de l'argent, à transformer ses actifs liquides qui sont destinés à la vente pour faire face à ses obligations à court terme. Donc, dans le calcul des ratios de liquidité, on ne va pas prendre en compte cette partie de l'actif immobilisé. Mais ce qui va être pris en considération dans le calcul de ces ratios de liquidité, c'est simplement la partie liquide, à savoir les stocks, les créances et les disponibilités. En d'autres termes, tout ce que l'entreprise possède ici dans l'actif circulant
est destiné à se transformer en argent et donc les ratios de liquidité va mesurer en fait la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette de court terme à partir de tous ses actifs liquides. Et donc, dans ce cadre, on peut avoir un ratio de liquidité générale qui va simplement comparer cette partie-là à cette partie-là. Ce ratio, c'est simplement la division de cette partie de l'actif circulant sur la dette à court terme. Et bien sûr, pour une bonne liquidité générale de l'entreprise, ce ratio doit être supérieur à 1. Là, on parle de ratio de liquidité générale. Mais comme vous le savez, les éléments qui se trouvent à l'actif circulant n'ont pas le même degré en fait de liquidité. On sait que ces éléments sont classés dans le bilan par ordre croissant de liquidité, c'est-à-dire du moins liquide au plus liquide. Le plus liquide, c'est l'argent qui se trouve à la caisse ou à la banque. Et donc, ce qu'on fait en analyse financière, c'est de calculer d'autres ratios qui prennent en compte les éléments les plus liquides dans ce bilan. Dans ce cadre, on peut avoir un ratio qui va supprimer ce stock et analyser simplement la capacité de l'entreprise à payer sa dette à partir des créances et disponibilités. Dans ce cas, on parle de liquidité restreinte. C'est simplement la division en fait de ces deux éléments par la dette à court terme. Et il faut que ce ratio soit supérieur à 1 pour juger que l'entreprise possède une capacité de liquidité afin de faire face à ses dettes de court terme. Et on peut aller plus loin dans ce raisonnement et calculer ce qu'on appelle le ratio de liquidité immédiate, c'est-à-dire éliminer les créances qui sont des factures qui ne sont pas encore réglées par les clients et ne prendre en compte dans le calcul que l'argent qui est déjà disponible dans les caisses ou dans les comptes bancaires de la société. Et donc le calcul de ce ratio de liquidité immédiate, c'est la division de la trésorerie de l'entreprise par les dettes de court terme de l'entreprise. Et pareil, ce ratio doit être supérieur à 1 pour avoir une bonne liquidité immédiate qui peut régler tous les problèmes de dette à court terme.